Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que vous êtes impatient de retrouver au mieux de mes capacités, de mon temps disponible, ces vidéos, même si, oui, je suis invisible dans le game de YouTube. Mais ne nous en plaignons pas puisque je peux me permettre de dire ce que je veux. Quoique, peut-être que justement, je ne fais pas partie des algorithmes YouTube parce que je dis ce que je veux. Première chose, le Davos se termine aujourd'hui. Quel bilan on peut tirer? Le bilan, il est très simple. C'est qu'on est dans cette continuité, on est dans cette évolution. On a eu le droit au grand show du nouveau président argentin. Vous savez, celui qu'on a traité de Trump argentin, mais qui en réalité est le chouchou de Schwab parce que c'est un ultra-libéral, même s'il est très excentrique. Mais à la rigueur, ça fait bien partie du plan de décrédibilisation aux yeux des peuples, des dirigeants, qu'on les oblige à voter pour eux. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le discours de Van der Leyen. Van der Leyen qui a mis encore un point d'honneur à bien mettre en avant le fait qu'il va falloir mettre en place une politique, comment dire, de mini-vert, un ministère de la vérité, un ministère qui aurait plein pouvoir pour juger, jauger, censurer, interdire sur Internet ce qui pourrait éventuellement être dit ou critiqué contre le système. Parce que oui, pour elle, l'évolution, la réussite du projet européen ne peut absolument pas réussir si on ne maintient pas la désinformation. Si on ne contrôle pas les réseaux sociaux, l'Internet, voire tous les réseaux de communication, pour dire à l'opinion ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qu'ils doivent écouter, de ce qu'ils ne doivent pas écouter ou regarder. Alors évidemment, elle ne l'a pas dit comme ça clairement, mais le sous-entendu était tellement clair comme de l'eau de roche. Alors, certains d'entre vous me diront, oui, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Vous avez raison, puisque de toute façon, déjà l'Union européenne s'est dotée d'outils pour punir les réseaux sociaux qui ne rentreraient pas dans le rang. On l'a vu, M. Breton a l'ambition de se farcir la tête de Elon Musk, quitte peut-être à interdire, bannir X sur le champ européen. Mais ce qui ressort, c'est finalement ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo avec Macron. C'est que ils savent qu'ils ne vont pas faire illusion très longtemps. On l'a vu, les Italiens, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent ronger leurs freins parce que la petite Mélanie, elle a renégocié des trucs avec l'Union européenne. Donc du coup, sur quoi elle a été élue finalement, vous pouvez vous torcher le cul avec. Et puis on a évidemment, les Allemands. Alors là, les Allemands, eux, ils font très très fort. On l'a vu, on a vu les Britanniques soutenir, faire même envoyer le Premier ministre à Kiev pour passer un accord avec Zelensky. On a Macron qui prévoit également d'aller à Kiev pour signer un accord de renforcement et de coopération. Et on a le chancelier Scholz qui lui aussi vient de apporter son soutien, alors pas seulement à l'Ukraine, mais et surtout à Israël. Alors je ne sais pas si ça la fout mal quand même, parce que c'est quand même l'Allemagne. Je veux dire, l'Allemagne, passé trouble, nazisme, Adolf Hitler, génocide, Shoah, on se dit,
les sionistes auraient tort de se priver de jouer cette carte émotionnelle de culpabilité pour obliger M. Scholz à soutenir rubis sur l'ongle Israël. Donc finalement, ce forum économique de Davos n'apporte que des pièces au puzzle qu'on avait déjà depuis quelques années et qui aujourd'hui montrent clairement les intentions et les ambitions. Le seul problème maintenant, c'est qu'il faut passer à l'action. Mais passer à l'action vite. Vite, parce que les enjeux géopolitiques, économiques vont aujourd'hui très très loin. On l'a vu concernant Israël, j'ai envie de dire comment les historiens dans le futur vont expliquer aux jeunes générations comment l'Occident, qui a été prompt à toujours réagir et à remuer la queue contre des pays qui ont attaqué, qui ont fait des massacres, qui ont fait des génocides, voire même accusé, par exemple la Russie en Ukraine, d'être des bourreaux, d'être des massacreurs, d'être des génocidaires. Alors que nous avons Gaza qui est en train d'être liquidé dans tous les sens du terme, et l'Occident ne pas être prompt à agir. Alors oui, ils disent beaucoup de choses. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils essaient d'inviter l'État d'Israël à être un peu plus mesuré dans sa façon d'agir, etc. On a même un secrétaire d'État qui récemment aux États-Unis a été un petit peu bousculé par un journaliste, qui l'a poussé un petit peu dans ses retranchements en disant oui mais attendez, vous ne pouvez pas vous protéger derrière l'idée que vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas les données, vous ne pouvez pas avoir d'avis, vous ne pouvez pas avoir d'opinion sur la question pourquoi est-ce que les Israéliens détruisent les hôpitaux, les universités, les écoles, etc. Est-ce qu'il y a des preuves que le Hamas était bien présent, etc. Alors oui, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est difficile. Le terrorisme, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas d'honnêteté, il n'a pas de courage. Le terroriste, il se planque là où il peut, il se fond dans la masse. Donc malheureusement, le malheur des Gazaouites, c'est finalement de ne pas avoir eu quelque chose en opposition au Hamas pour éviter aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Alors après, évidemment, vous allez me dire oui, mais bon, quand tu vois les images de ces Palestiniens qui étaient tout joie, qui faisaient la fête, lorsque les soldats du Hamas, oui, ma langue a failli fourcher, parce que terroristes, soldats, etc., ont ramené des otages israéliens dans la bande de Gaza, on les a vus, les gamins, les ados, les hommes, faire la fête, etc., c'était génial et tout. Donc c'est la preuve que de toute façon, les Gazaouites, ils méritent ce qu'ils ont. Ils méritent ce qu'ils ont. J'entends bien. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas sur place. Nous ne sommes pas sur place pour investiguer, pour enquêter, pour recueillir des témoignages et essayer sur plusieurs semaines de nous faire une idée, de nous dire est-ce que la majorité des Gazaouites finalement soutiennent le Hamas ou est-ce qu'au contraire, c'est une majorité de Gazaouites qui sont en train tout simplement de subir les conflits d'une minorité d'idéologues religieux et blablabla, etc. etc. Bien sûr, c'est un sujet qui est compliqué. Mais ce qui est assez révélateur, on va dire, sur ce conflit, c'est que pourtant, on a les technologies, on a les outils pour détecter, pour progresser, etc. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'armée de Tsahal n'est pas essentiellement constituée de soldats professionnels. C'est beaucoup d'appelés, c'est beaucoup de gens qui font leur service. Et donc, même s'ils sont entraînés, même s'ils sont galvanisés, motivés, etc., le problème, c'est que ce n'est pas des warriors. Donc du coup, si vous voulez, c'est compliqué d'envoyer des soldats israéliens dans la bande de Gaza pour aller dénicher, pour aller trouver les réseaux, etc., parce que forcément, ils savent qu'ils vont être confrontés à quelque chose qui est le pire cauchemar de toute armée, c'est la guérilla.
la guérilla, c'est quelque chose qui ne peut pas se contrôler. Je pense qu'on a des tas d'exemples où, malheureusement, des opérations militaires, même américaines, ont démontré que, malheureusement, maîtriser le terrain, c'est quelque chose de très compliqué, de très difficile. Je pense que l'Afghanistan a été un très bel exemple, la Somalie a été un très bel exemple, du fait que tu peux avoir toute la logistique, toute la technologie que tu veux, de toute façon, rien ne t'empêchera, le jour où tu vas sortir en perme dans la rue, de te faire trucider par une femme avec son bébé sur le dos. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Donc les Israéliens, ils ont choisi la solution du on rase tout, quoi. Sauf que, évidemment, sur un point de vue stratégique, humaniste, droit de l'homiste, etc., là, on est complètement à côté de la plaque. Mais ce qui est d'autant plus encore dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que tout cet Occident, toujours prompt à remuer la queue contre des pays, contre des dirigeants, parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça, les droits de l'homme, ils ont commis des génocides, vite, une plainte au tribunal pénal international, comme ils ont fait avec Poutine. Hein. Je rappelle, Poutine, ils ont déposé une plainte pour crime contre l'humanité, contre Poutine. Et pourquoi pas contre Netanyahou? Alors oui, on a en effet cette plainte de l'Afrique du Sud. Sauf que, soyez assurés que de toute façon, elle n'aboutira nulle part. Elle ne fera que démontrer encore plus, finalement, que la justice internationale, elle aussi, ne fonctionne plus. Elle aussi est aux ordres, le doigt sur la couture, à certaines hégémonies, à certaines influences, à certains lobbies. Parce que c'est ça ce qui va se passer avec cette plainte de l'Afrique du Sud. Qui plus est, l'Afrique du Sud, je rappelle, c'est un des pays des BRICS. On a Poutine qui, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, est en train de discuter avec une délégation du Hamas. Je vous l'ai dit, hein, Poutine, il va essayer de trouver une faille pour se positionner sur un cessez-le-feu, ce qui serait d'ailleurs une gloire non seulement pour lui, mais aussi pour les BRICS, que finalement les BRICS auront réussi là où l'ONU a échoué. Vous comprenez là l'enjeu géopolitique qui est énorme. Donc c'est pour ça que Davos, on sent bien qu'ils sont inconfortables. Ils sont inconfortables parce qu'il y a une certaine déliquescence de leurs hégémonies, de leur pouvoir dans certains domaines, sur certains pays. La preuve en est, c'est que là, les contestations qu'il y a en Allemagne, des agriculteurs qui font boule de neige, on a également les Pays-Bas, la France va peut-être enfin se réveiller puisque des manifestations et des blocages de certaines routes nationales sont en train d'être organisés, alors je crois du côté de Toulouse, si ma mémoire est bonne. Est-ce que ça va faire boule de neige? Est-ce qu'il va y avoir un suivi? On n'en sait rien. Le problème, c'est que si une contestation émerge plus globalement de ce qui est en train de se positionner en ce moment en France, je rappelle, les Jeux Olympiques, c'est dans quelques mois. Attendons-nous à ce que la répression, pour faire disparaître toute possibilité de perturbation des Jeux Olympiques, est aujourd'hui fort probable. Tout ça rejoint ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, l'urgence de faire des réformes à la fois institutionnelles et constitutionnelles, pour permettre à l'État d'avoir des outils de pression, des outils de répression, pour empêcher que dans le peuple, quelque chose s'éveille, quelque chose commence à se fomenter, qui pourrait éventuellement faire une très mauvaise pub pendant les Jeux Olympiques de Paris. Donc, je pense qu'il y a du boulot. Va y avoir du boulot parce que va falloir être attentif aux petits détails, aux petits événements qui se passent en France comme à l'international. Évidemment, cette année, il y a l'élection présidentielle américaine qui, elle aussi, est très importante parce que je pense d'ailleurs que ça va être l'élection présidentielle la plus excitante, qui va certainement avoir énormément de rebondissements,
Car je rappelle, actuellement, les démocrates sont extrêmement dans l'inconfortabilité parce qu'ils ont une partie de leur électorat qui réclame le cessez-le-feu en Palestine, alors que les autorités américaines, très clairement, sont tenues par la peau des couilles par le lobby juif. Nous avons un Biden qui est de plus en plus sénile. Nous avons un Trump. On va voir un petit peu comment va évoluer le caucus, c'est-à-dire les primaires républicaines, même si actuellement vous avez Nikki Haley, qui est une concurrente de Donald Trump chez les républicains, essaye de bouffer à tous les râteliers. Elle va essayer d'aller voir toutes les minorités, toutes les petites communautés, etc., pour essayer d'engendrer un petit peu d'électorat. Mais très clairement, de toute façon, vu ce que DeSantis et LA ont fait au niveau des sondages et au niveau du caucus de l'Iowa, il y a encore un putain de boulot à faire. Hein. C'est un chemin de croix hein, pour eux. Hein. Donc, et puis le fait que cette omerta qu'il y a aux États-Unis sur le fait qu'il ne faut pas parler du lobby juif, même si le lobby juif aux États-Unis est un peu différent du lobby qui peut exister en Europe, c'est un lobby juif, mais un juif d'une culture américaine, mais qui n'en est pas en moins emprunt d'aider et de supporter l'État sioniste de Netanyahou, l'État sioniste d'Israël, même si, encore une fois, aux États-Unis, vous avez des communautés relativement représentatives, ne serait-ce que déjà la communauté des orthodoxes, qui eux sont évidemment des antisionistes, hein, par défaut. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et c'est encore plus compliqué avec l'Europe, où, comme je vous l'ai expliqué, hein, sur la révision des traités européens, la nécessité des pays membres de faire des réformes constitutionnelles et d'essayer d'éviter de passer par des référendums. Alors la France, hein, c'est mort. Hein, vous n'aurez pas le référendum pour savoir s'il faut faire une réforme constitutionnelle, etc. Il passera par le Parlement, il passera par le Congrès, et basta. Donc ça va être passionnant à suivre parce que évidemment il y a beaucoup de données qui ne sont pas présentées, dont on ne parle pas sur les médias mainstream. Donc l'opinion est totalement tenue dans l'ignorance de certains détails, de certaines arrière-cours, de certaines actions de coulisses. D'où la raison pour laquelle l'Internet aujourd'hui est très important, parce que beaucoup de gens comme moi essayent d'éveiller les consciences, essayent d'éveiller les esprits, à s'intéresser, à être curieux, pour faire justement des corrélations et d'essayer de reconstituer le puzzle de ce qui risque de leur tomber sur le coin de la figure d'ici peu de temps, comme ça a été le cas avec la pandémie instaurant la peur, instaurant la terreur, et sous le coup de la peur et de la terreur, on réussit à obtenir le consentement d'une partie du peuple qui dit Amen finalement à tout, qui a dit Amen aux lois sur l'urgence sanitaire, aux lois sur le pass vaccinal, aux lois sur les restrictions qui ont été imposées aux non-vaccinés. Donc d'ailleurs aujourd'hui, on commence à avoir des informations qui commencent à remonter un petit peu à la surface avec des documents à l'appui, hein, qui sont des documents factuels et qui contredisent complètement toutes les politiques, toutes les affirmations d'un certain nombre de responsables politiques et médicaux. Mais non, ne sont pas du tout, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, hein, là il y a Fauci qui est passé devant une commission parlementaire, il ne sera absolument pas inquiété. Il ne sera pas inquiété du fait qu'il ait dit tout le contraire de ce qu'il avait dit à l'époque. Mais vous comprenez, ce sont des mensonges utiles, ce sont des mensonges impératifs pour maîtriser l'opinion. On ne peut pas dire les vérités à l'opinion, c'est pas possible. Sinon vous créez le chaos. Donc, on ment, on manipule, on essaie de conditionner l'opinion pour éviter justement qu'il y ait des contradictions, qu'il y ait des oppositions. Et d'ailleurs, celles qui ont existé pendant la pandémie, je vous rappelle tout ce qu'ils se sont pris dans la gueule. Hein.
entre les personnels soignants qui ont été suspendus, entre des professeurs qui ont été suspendus également, ceux qu'on a traînés devant la justice, on a essayé de leur retirer leur agrément, on a essayé de leur retirer leur éthique en les passant devant un conseil disciplinaire médical, etc., etc., etc. Sauf que, force est de constater qu'aujourd'hui, certains de ces gens qu'on a fait passer, et qu'on continue d'ailleurs à faire passer pour des charlatans, finalement avaient raison. Surtout Raoul, alors lui il s'en prend plein la gueule, et ce qui est assez amusant, c'est que même des gens qui essaient de vous convaincre qu'il a été approximatif sur certains dossiers, qu'il a trompé, qu'il a menti, etc. En fait, c'est de la déconstruction de faits pour tenir le propos négatif à l'encontre de Raoul, alors qu'en réalité, oui, les faits existent, mais ils ont un contexte bien défini. Mais vous savez que la manipulation médiatique, c'est on décontextualise, on retire des éléments d'un contexte pour en emballer un propos, en emballer une idée et jeter ça à la plèbe, de telle manière à espérer que la plèbe va prendre ça comme une vérité et une seule, alors qu'en réalité, ce n'est pas une vérité, c'est une petite vérité, mais emballée d'une certaine manière pour faire comprendre, pour dissuader, pour manipuler, pour contrôler l'opinion sur un fait. Donc affaire à suivre, parce que j'espère que... n'hésitez pas d'ailleurs à diffuser cette vidéo pour essayer peut-être d'alerter les gens, d'alerter les consciences, etc. Parce que vous avez vu, j'ai ma vidéo du Frexit qui a fait 1150 et quelques vues, mais la précédente aujourd'hui n'est même pas atteint 50 vues. Donc évidemment, ma visibilité, elle ne fonctionnera pas avec les algorithmes YouTube. Même si je mets des hashtags pour essayer de contourner un petit peu les algorithmes. Donc c'est vrai que le hashtag Frexit, c'est un hashtag qui doit bien fonctionner, puisque ma vidéo a été quand même proposée une multitude de fois. Donc voilà, et je vais terminer par cette affaire. Alors cette affaire qui est formidable, et pareil, qui démontre bien l'absurdité du système. Vous avez entendu parler, cette nouvelle ministre de l'Éducation qui s'est fait piéger avec un article de Mediapart sur le fait qu'elle a mis ses gamins dans une école privée, l'école Stanislas. C'est un collège ou lycée, je ne sais plus. Stanislas, c'est une école privée catholique. Et j'insiste bien, catholique. Mediapart, comme toujours d'ailleurs, comme par hasard, ils sont tombés sur un rapport. Non, le rapport, on te l'a envoyé, mon petit Plenel. On t'envoie toujours les dossiers sur lesquels tu as pour responsabilité de faire des articles pour soit gêner, soit attaquer, soit détruire des carrières de personnalités diverses et variées. Et là, certainement qu'un rapport est tombé sur ton bureau tout à fait par hasard, de la main de quelqu'un qui peut-être, ça se trouve, voulait le poste, et que le poste lui est passé sous le nez. Donc il s'est dit, bah tiens, j'ai un dossier sur elle, je sais que, parce que bon, arrivé à un certain niveau politique, ne vous inquiétez pas, toutes ces figures de proue, ils ont des assistants qui sont chargés d'avoir des dossiers et des fiches sur tous leurs concurrents, même ceux de leur propre parti. Donc le jour où il y en a un qui fait de l'ombre à l'autre, hop, on balance une petite fiche, hop, on balance un petit rapport, un petit dossier, une petite information dans un média de collusion, comme Mediapart. Et puis voilà, ça y est, ça fait boule de neige. Donc, en effet, cette ministre a essayé de s'expliquer en disant oui, avec mon mari, on en avait marre d'avoir nos enfants dans une école où les heures des professeurs n'étaient pas assurées. Bon, apparemment, la professeure visée s'est défendue que non, c'est faux, que sur un an, elle a été absente que 2 fois. Enfin, voilà, en fait, c'est une petite guerre de chiffonniers, encore une fois de plus. Néanmoins, Stanislas, le rapport fait état que
Alors, l'école Stanislas, le catéchisme est obligatoire. L'école Stanislas enseigne que l'avortement, alors l'avortement, c'est pas bien. Que l'avortement, il faut quand même prendre une prise de conscience, l'avortement, on tue une vie. Et une multitude d'autres sujets, mais, alors évidemment, des sujets qui heurtent la sensibilité des progressistes. L'école laïque, rendez-vous compte? Donc la municipalité de Paris a suspendu ses financements, les financements de l'école de Stanislas. Alors, les écoles privées, comment ça fonctionne? Elles ont un agrément de l'éducation nationale, elles s'engagent à respecter le programme officiel d'enseignement, mais ça reste des écoles privées, qui plus est catholiques. Donc elles ont des activités qui sont liées à leurs orientations religieuses. Alors la question, si vous êtes des parents catholiques, profondément catholiques, voire pratiquants, vous avez les moyens de mettre votre gamin à Stanislas. C'est génial. Stanislas, il y a le catéchisme, il y a une éducation qui met en évidence des idéologies en lien avec la pensée chrétienne, la pensée catholique. Sauf qu'évidemment, ces écoles ont parfois une certaine éthique, ont une organisation qui fait que parfois les résultats sont très efficaces. Preuve en est, c'est que le classement 2023 des meilleures écoles en matière de moyenne de résultats, l'école Stanislas se met en pole position. Donc, qu'est-ce qu'on va aller reprocher à des gens, même des gens qui sont peut-être athées, s'ils veulent garantir un avenir et une éducation, une bonne éducation, un enrichissement de savoir, de connaissances pour leurs gamins, quand il y a un établissement, même s'il est catholique, qui a des résultats aussi probants, pourquoi pas? Moi, j'ai eu cette expérience d'avoir été mis dans une école catholique alors que je suis athée. Je n'étais même pas baptisé. Bon, malheureusement, à l'époque, dans les années 70, c'était une école catholique qui était plutôt comme ça, et le fait qu'ils sachent que je n'étais pas baptisé, oh mon Dieu, suppôt de Satan. Donc, vous voyez, j'ai mon expérience qui ne me permet pas, ou ne permet personne, de dire que je défends l'école privée catholique. Mais la liberté, c'est la diversité. La diversité d'avoir l'école publique ou l'école privée athée ou religieuse. Mais là où c'est intéressant, c'est que finalement le rapport s'attelle sur des détails. Alors évidemment des détails qui font bousculer l'émotionnel, l'hystérie d'une France progressiste, wokiste, qui plus est anticléricale. Mais j'ai envie de dire, le rapport qui a été fait, faites le même dans des écoles privées coraniques. Faites le même dans des écoles privées judaïques. Je pense qu'à mon avis, on risquerait d'avoir de très désagréables surprises. Donc très clairement, les journalistes, les médias, la France insoumise, les gauchistes de merde, pas tous, ceux de merde, qui montrent du doigt l'école Stanislas comme étant une secte, j'ai envie de dire à ces gens-là, ouais, ok, alors faites la même chose dans les écoles privées, comme je vous l'ai dit, coraniques, ou certaines écoles privées tenues par des courants idéologiques, je sais pas, Sciences Po par exemple, ou l'ENA. Je viens de blasphémer. Je viens de m'attaquer à des institutions de la République. Oui, il n'empêche que c'est des institutions où il y a de l'idéologie, où on enseigne de l'idéologie, où on inculque de l'idéologie. On n'est pas dans l'objectivité de donner des éléments de réflexion, de donner un éventail d'informations
aux élèves pour qu'ils se fassent leur propre opinion, voire se construire intellectuellement, idéologiquement. Non. Aujourd'hui, toutes les grandes écoles sont forcément des écoles progressistes, ultralibérales. Et si jamais une dévie, eh bien, il y a des chances que tout d'un coup, elles reçoivent des inspections de l'académie, qu'ils fassent des pinaillages sur des détails pour faire fermer ou pour faire retirer l'agrément à ces écoles. Ça fait partie du univers. Ça rejoint la thématique que je vous disais tout à l'heure avec le Davos, avec le fait que le Van der Leyen veut installer une sorte de ministère de la vérité à la orwellienne. Et les institutions françaises aujourd'hui, posez-vous la question de savoir si finalement elles ne sont pas en train de prendre une direction orwellienne. Alors oui, il y en a certains qui vont dire oui, mais il faut quand même de la base, il faut quand même de l'ordre, il faut quand même des orientations, il faut des fils conducteurs, on ne peut pas se disperser, etc. Oui, je suis d'accord, mais là, dans ce cas-là, on le fait d'une façon objective. C'est-à-dire que même si on promue des valeurs républicaines, des valeurs de démocratie, on essaye aussi d'expliquer le fonctionnement ou d'autres fonctionnements de pays et laisser les individus se faire leur propre opinion. Souvent, je parle de la Chine. Il faut comprendre le système de la Chine, il faut comprendre comment fonctionne la Chine. Mais parce que c'est un système qui est complètement différent de ce que nous connaissons en tant que République, évidemment, c'est pas bien, c'est de la dictature, etc. etc. Alors attention, je ne dis pas que c'est super la Chine, ils ont des trucs qui ne vont pas, qui ne collent pas. Mais il faut faire la part des choses, il faut comparer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette affaire Stanislas et sur Davos. Et nous, d'ici là, qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et une autre actualité, eh bien, portez-vous bien et à la prochaine.